On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Vous êtes une trentaine. Je pense que ça va continuer à arriver dans les prochaines minutes. Merci d'être là. Donc, bienvenue au premier webinaire organisé par Réseau Énergie. Ce webinaire, on le fait en coopération donc, du coup, avec Citron et Aubéry, donc, qui est ici avec moi pour présenter le décret tertiaire. Je pense que il y en a beaucoup d'entre vous qu'on a entendu parler. L'idée aujourd'hui va être vraiment de le présenter, d'aller un petit peu dans les détails sur quels sont les enjeux qui vont arriver rapidement pour vous. Donc, je vais laisser Aubéry pour toute cette première partie de webinaire qui va être évidemment la partie la plus dense pour bien rentrer dans les détails. Et moi, j'interviendrai vers la fin pour vous faire un petit point plus récapitulatif sur l'énergie et quelque chose en plus général, je dirais. Écoute, Aubéry, je te laisse le soin de commencer la réunion sur le sujet. Parfait, merci beaucoup, William. Alors, donc, tout d'abord, pour poser toutes vos questions, vous avez un petit onglet en bas ou en haut de l'écran, questions et réponses, enfin Q&R. Et donc, c'est là que je vous invite à poser toutes vos questions. Il y a aussi un onglet converser. Donc, voilà, où il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, donc cet onglet sert vraiment à converser entre vous. Et nous, ensuite, donc, on prendra un quart d'heure environ à la fin de la présentation, qui va durer donc environ 40-45 minutes, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on récupérera les questions et on vous contactera ensuite pour vous répondre, pour vous apporter une réponse. Donc, dans tous les cas, on répondra à vos questions. Voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, ensuite, pour faire les présentations, donc moi, je suis Aubéry Chauvin. Je m'occupe de tout ce qui concerne la communication et le marketing chez Citron depuis 2 ans. Donc, j'organise notamment de nombreux webinaires sur le décret tertiaire. Je crée beaucoup de contenu aussi à ce sujet, donc je connais plutôt bien ce décret. Et William, je te laisse te présenter. William Goupil, donc du coup, responsable marketing et communication chez Réseau Énergie. Beaucoup d'entre vous ont dû être en contact avec les équipes commerciales ici. Je m'occupe depuis maintenant 2 ans chez Réseau Énergie de toute la partie digitale, mais également la partie développement des stratégies de vente et des tendances marché sur l'électricité et le gaz. Donc voilà, c'était le moment de lancer notre premier webinaire. Donc voilà, c'est parti. Merci William. Donc, juste quelques mots sur Citron pour se présenter un petit peu. Donc, Citron, en fait, c'est une PropTech qui a désormais 10 ans, enfin 11 ans cette année, mais on a plutôt 10 ans l'année dernière, en fait, qui a pour mission d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Voilà, donc on est désormais 70 salariés, on est amené à grandir encore plus d'ici la fin de l'année. Et donc, on aide en fait tous les gestionnaires techniques de sites, que ce soit des sites au niveau des collectivités, des entreprises, des bailleurs sociaux, à réaliser des économies d'énergie pour répondre à des contraintes environnementales, évidemment, qu'on connaît toutes aujourd'hui, et également à des contraintes réglementaires comme le décret tertiaire dont il est question aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, Citron, en fait, mise sur l'alliance en fait, d'une plateforme avec un accompagnement humain. Donc, on a une plateforme Citron Énergie qui vient collecter toutes les données justement propres à un bâtiment. Donc, on vient récupérer toutes les factures énergétiques, également toutes les données météorologiques, toutes sortes de données. On fait également du sous-comptage. Voilà, donc c'est cette plateforme qui sert à vraiment faire un suivi très précis des consommations énergétiques et donc avec en plus une partie d'énergie management. Donc, ce sont des ingénieurs Citron spécialisés en efficacité énergétique qui accompagnent vraiment nos clients afin de les aider à définir la meilleure stratégie pour eux et du coup de pouvoir faire en sorte que justement les économies soient menées à bien. Et dans le cadre du décret tertiaire, ce sont également eux qui conseillent tous les clients sur la stratégie décret tertiaire à adopter. Et voilà, qui vont également, on verra par la suite, mais s'occuper de tout ce qui concerne les déclarations opérates, notamment. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir vraiment d'où vient d'abord ce décret tertiaire. Donc, à l'origine, c'est une impulsion européenne, puisque c'est au niveau de l'Union européenne avec le plan climat de 2008, donc, qui a donné naissance aux 3 20.
Donc voilà, l'Union européenne avait fait, voilà, tous les pays s'étaient mis d'accord pour arriver à un objectif de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'économie d'énergie et 20% d'énergie renouvelable, donc dans le mix total énergétique. Ensuite, il y avait eu les Grenelles de l'environnement qui ont donné lieu donc, à 2 lois, Grenelle 1, Grenelle 2, qui en fait se rapprochent un petit peu du décret tertiaire qu'on connaît aujourd'hui, puisque donc, dans la loi Grenelle 1, il s'agissait donc d'une loi qui imposait, justement encore une fois aux États membres de l'Union européenne, une diminution de leur consommation énergétique de 38%, donc au niveau de tous leurs bâtiments. Et donc la loi Grenelle 2 ensuite est venue donner des moyens donc, à cette obligation. En imposant toujours aux pays membres du coup, de faire des travaux d'amélioration dans un délai de 8 ans à partir de 2012 pour justement pouvoir atteindre sans trop de problèmes cet objectif de réduction de 38%. Donc voilà, on avait ensuite annoncé effectivement un décret. Il y avait un décret qui était censé venir justement préciser toutes les modalités d'application. Ensuite, donc, il y a eu une espèce de grand passage à vide, parce que c'est qu'en 2018, avec la loi Elan et donc son article 175, qui vient clairement énoncer des objectifs du décret tertiaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, les pourcentages de réduction avec les échéances, donc moins 40% à horizon 2030, moins 50% à horizon 2040 et moins 60% à horizon 2050. Donc là, on avait vraiment les objectifs définis. Et ensuite, l'année suivante, en 2019, on a vraiment le décret qui est venu notamment nous donner tout le champ d'application, voilà, également les sanctions. Donc, voilà, à quel risque courraient les personnes qui ne respecteraient pas ce décret tertiaire. Et ensuite, donc là, il y a eu de nombreux textes, de nombreux arrêtés modificatifs notamment et valeurs absolues. Mais donc voilà, en fait, cette frise a aussi vraiment pour but de montrer que on est vraiment sur un texte qui vit, qui n'est pas encore totalement abouti aujourd'hui et voilà, qui est encore en construction, en consultation. Et donc voilà, en 2020, il y a eu le premier arrêté méthode qui a donné justement qui a donné des méthodes de calcul, des modalités d'ajustement, qui a également parlé de la modulation des objectifs, voilà, dont on pourra parler ensuite. Ensuite, donc, les arrêtés valeurs absolues sont très importants parce qu'on le verra par la suite, le décret tertiaire, en fait, pour répondre à cette obligation, on peut le faire de 2 moyens différents en choisissant d'objectifs en valeur absolue. Donc, en fait, les valeurs absolues donc, sont fixées par type de bâtiment et correspondent donc à la consommation d'un bâtiment neuf de chaque catégorie, ou sinon en valeur relative. Donc là, on verra après, mais c'est un calcul et justement, c'est un calcul qui se base sur une année de référence. Mais donc, les arrêtés valeurs absolues sont très importants parce qu'ils viennent donner toutes les valeurs absolues à atteindre par type de bâtiment. Donc, voilà, en général, voilà, tout le monde attend un peu ces valeurs absolues. Donc, le premier arrêté est sorti en 2020 avec donc, quelques valeurs absolues qu'on verra par la suite. L'arrêté valeur absolue 2 est paru il n'y a pas très longtemps, donc fin avril. Et il est surtout venu segmenter, en fait, donner vraiment toutes les catégories, sous-catégories qui sont concernées par le décret tertiaire et qui auront des valeurs absolues, mais les valeurs absolues ne sont pas encore sorties et elles devraient sortir donc fin de l'été, début de cet automne. Voilà, donc avec l'arrêté valeur absolue 3 qui sera mis en consultation comme tous les précédents avant lui. Et donc l'arrêté modificatif de 2020 dont je n'ai pas parlé, en fait, c'est celui qui est sorti donc juste la veille de ce qui devait être la première échéance, puisque à l'origine, donc, la première déclaration devait avoir lieu le 30 septembre 2021, mais à cause du Covid, tout a été décalé d'1 an et donc l'arrêté modificatif est paru le 29 septembre 2021 pour officialiser ce report, mais qu'on connaissait déjà de longue date. Voilà. Donc voilà un peu pour l'historique un peu de ce décret, donc un historique assez dense. Et donc, le décret tertiaire, donc concrètement, voilà, on a fait une slide pour vraiment résumer sur une slide ce en quoi ça consiste. C'est donc une obligation à la fois de suivi et de réduction des consommations énergétiques. Donc, ça concerne toutes les surfaces tertiaires supérieures à 1000 m², que ce soit donc un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m², mais également des parties de bâtiments. Par exemple, si vous êtes locataire d'une partie, enfin, par exemple d'un étage de 200 m² au sein d'un bâtiment tertiaire, vous êtes assujetti. Parce que même si votre
la surface que vous louez est inférieure à 1000 mètres carrés, le fait que le bâtiment total soit supérieur à 1000 mètres carrés vous assujettit au décret tertiaire. Donc ça, il faut faire assez attention. Et également, c'est le cas pour des bâtiments qui seraient issus sur une même, enfin, qui seraient situés sur une même unité foncière. Et donc, cette obligation qui est double, donc l'obligation donc de suivi et donc de déclaration, puisque le 30 septembre, à partir de cette année, vous devrez donc déclarer toutes vos consommations énergétiques de l'année précédente via une plateforme web qui a été développée par l'État et qui s'appelle donc Opérat. Et dont on parlera un peu après. On a préparé notamment des screens de la plateforme pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a cette première obligation donc, qui arrive très vite, puisque donc, la première échéance arrive le 30 septembre 2022. Donc, c'est vraiment demain. Là, ça commence vraiment à s'intensifier et à devenir vraiment imminent. Et donc, ensuite, là, évidemment, le but de ce décret, c'est d'arriver à une réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a deux choix. Soit on part d'un objectif, soit on décide d'atteindre un objectif en valeur relative. Donc là, en fait, on va calculer une année, enfin, on va partir en fait d'une année entre 2010 et 2020 où on a une année pleine d'exploitation. Donc, ça peut être, par exemple, c'est pas obligé d'être de début janvier à fin décembre. Ça peut être de mars à mars en fonction justement d'une période où vous aurez le plus consommé pour vous. Et donc, à partir de cette période-là que vous aurez identifié et déclaré sur Opérat, vous allez calculer des réductions, justement, enfin, vous allez calculer votre objectif, donc qui sera de moins 40% d'ici 2030, moins 50% d'ici 2040 et moins 60% d'ici 2050. Donc, ça, c'est le premier choix que vous avez. Et le deuxième choix, donc, comme je le disais précédemment, c'est de choisir l'objectif en valeur absolue. Donc, voilà, justement d'atteindre l'objectif de consommation qui apparaîtra dans les tableaux qui apparaissent dans les arrêtés valeur absolue. Donc, l'arrêté valeur absolue 3 qui n'est pas encore paru. Donc, il en manque encore plusieurs. Et donc, ensuite, pour parler des obligations et des sanctions, donc, il y aura effectivement des contrôles de l'atteinte de ces résultats donc, qui seront faits donc, tous les 10 ans. Donc ça, voilà, il y aura bien des contrôles. Et ensuite, il y a aussi une deuxième obligation qui est une obligation de communication, en fait. Donc, en fait, tous les ans, dès que vous aurez déclaré vos consommations, vous aurez une attestation numérique qui sera générée donc, par Opérat et vous devrez l'afficher publiquement dans votre bâtiment à un endroit visible. Si les objectifs ne sont pas atteints, il y a donc quelque chose qu'on appelle le name and shame, qui est une publication sur un site des services de l'État qui n'est pas encore sorti, donc on ne sait pas encore quel sera ce site, qui publiera donc voilà le nombre d'entreprises qui ne respectent pas le décret tertiaire. Et en général, c'est ce qui fait le plus peur donc, aux entreprises en question. Et il y a également donc, des amendes donc, financières, donc 7 500 € d'amende par personne morale et par site, et 1 500 € d'amende par personne physique et par site. Donc, c'est également important de rappeler que donc, cette obligation concerne aussi bien le propriétaire que le locataire et que c'est vraiment important donc, aux deux parties prenantes de communiquer, car en cas de sanction, ce sont vraiment les deux qui seront pénalisés. Donc, ensuite, on va parler un peu de la déclaration Opérat parce que c'est ce qui arrive vraiment le plus rapidement. Et on va un peu vous montrer la plateforme, vous expliquer un peu ce en quoi ça consiste. Donc d'abord, je voulais parler donc des fameuses valeurs absolues, donc pour voir un peu où on en est à ce niveau-là. Donc le premier arrêté valeur absolue nous donnait les valeurs donc, concernant les bureaux, services publics. Par exemple, on a des valeurs concernant les open space, voilà, donc ce genre de choses, et la logistique. Donc par exemple, des entrepôts, voilà. En 2000, donc l'arrêté valeur absolue 2, donc il est surtout venu segmenter, donner une nouvelle segmentation normalement exhaustive de toutes les catégories. Et donc, voilà, il y a eu des nouvelles sous-catégories qui sont apparues pour les valeurs déjà sorties. Par exemple, la logistique de froid négatif. Voilà. Donc, on a eu quelques précisions et quelques nouvelles valeurs pour les activités qui existaient déjà dans l'arrêté valeur absolue 1. Et donc, l'arrêté valeur absolue 3, qui est très attendu, devrait notamment comporter les valeurs absolues pour tout ce qui est restauration, commerce, la santé,
Enfin, et puis également, voilà, il y a énormément de cas particuliers. Voilà. Parce que voilà, il y aura des valeurs spéciales pour les aquariums, les jardineries. Enfin, voilà, tout dépendra vraiment de l'activité et des consommations de bâtiments donc, qui sont propres à chaque activité. Ensuite, donc, on a un peu fait un récapitulatif des prochaines étapes qui pourront en fait vous permettre de mener à bien la première déclaration cette année. Donc, d'abord, début 2022, en général, ça a déjà été fait, mais pas d'inquiétude si ce n'est pas le cas. Il faut d'abord prendre un peu contact avec Opérate, voir en quoi ça consiste. On peut créer son compte depuis le début de l'année, normalement. Donc, voilà, il y a déjà des fonctionnalités qui sont disponibles. On peut se familiariser un peu, la prendre en main, voir les informations demandées. Et on peut également commencer, donc ce qui est important, à faire la liste de toutes les structures, établissements et EFA, donc entités fonctionnelles assujetties. On va en parler pas mal par la suite parce que donc, les déclarations des consommations se font également par EFA. Donc, il y a du coup ce premier travail préliminaire donc, qui est très important donc, pour avoir une idée vraiment claire du nombre de sites, voilà, de tout son parc immobilier. Donc, ensuite, ce qui est également très important, évidemment, c'est de définir un objectif global au projet décret tertiaire, donc projet à très long terme, puisqu'on a l'objectif final et à horizon 2050, une stratégie de déclaration. Donc, voir notamment qui déclare entre le propriétaire et le locataire, en fonction de chaque situation, voilà, donc qui va prendre quoi à sa charge. Et ensuite, en fonction de la stratégie, donc lister toutes les données à collecter. On verra par la suite de quelles données on parle. Et également choisir un mode de transmission, donc soit IHM, donc l'humain à la machine, ou sinon le CSV, qui peut être très pratique, notamment quand on a un très grand parc immobilier. Ensuite, donc mon premier trimestre, là, c'est un peu passé, mais voilà, on peut encore le faire jusqu'au mois de septembre. Donc, collecter toutes les données et déployer un outil qui permet justement de sauvegarder tous les justificatifs et d'exporter les consommations. Voilà, donc sur la période donnée demandée pour la déclaration. Ensuite, donc, calculer les années de référence par site, donc ce dont on a parlé précédemment, pour justement voilà, trouver une année où on a vraiment consommé. Le plus intéressant, c'est de prendre l'année la plus consommatrice, donc avant les travaux éventuels qui auraient pu être faits sur cette période. Donc voilà, et également collecter les informations patrimoniales et administratives. Là encore, par la suite, on verra de quelles informations il s'agit. Et jusqu'au 30 septembre, il faudra également déclarer donc, toutes les structures, bailleurs et locataires, déclarer les entités fonctionnelles assujetties. Donc là, c'est vraiment toutes les déclarations. Donc, toutes les données qu'on aura récoltées avant vont là servir à faire la déclaration. Donc voilà, structure, EFA, consommation et également les IU, donc les indicateurs d'intensité d'usage. Alors, donc là, on est vraiment dans le vif de la déclaration, puisqu'il va falloir, comme on l'a vu, déclarer sa structure et ses établissements. Donc, soit via IHM, donc voilà, l'homme, justement, l'homme et la machine, ça, voilà, mais donc à la main, en faire à la main sur Opérate, ou sinon en important un fichier CSV. Donc, les informations requises, elles sont listées ici. C'est le SIRET, le SIREN, l'adresse et la nature de la structure. Et ensuite, donc l'entité fonctionnelle assujettie, ou EFA, qu'il faut également déclarer. Donc, une EFA correspond du coup à un numéro de SIRET. Par exemple, voilà, dans le cas d'un immeuble, par exemple un immeuble de bureau dans lequel il y aurait plusieurs locataires et donc plusieurs entreprises différentes qui auraient des locaux dans le même bâtiment, chaque entreprise constitue une EFA au sein de cet immeuble. Voilà, donc il faut que chaque entreprise se déclare. Donc il faut pour ça justement déclarer le cas d'assujettissement, la date également de la période de déclaration, les dates de début et de fin, toutes les informations de l'EFA, les informations du propriétaire, du locataire s'il y a, du syndic également s'il y en a un, et l'IUB, donc l'identifiant unique bâtimentaire, qui est composé donc, de plusieurs éléments qu'on verra par la suite, mais qui est très important également pour la déclaration.
Ensuite, donc sur Opérate, on a moyen, donc évidemment, on peut déclarer soi-même pour son patrimoine immobilier, mais on peut également mandater quelqu'un pour le faire à notre place, parce que ça peut être un travail parfois assez rébarbatif, assez long et assez chronophage. Et donc pour cela, Opérate a tout prévu, puisqu'il est possible de télécharger un mandat, justement, à signer afin qu'un tiers puisse se charger de la déclaration. Et donc là, on voit les différents éléments qui composent l'IUB. Donc le préfixe, section, numéro de parcelle, dénomination du bâtiment et numéro de lot. Donc en général, le propriétaire détient ces informations. Et pour la parcelle, ce qui est pratique, c'est que donc, on a accès directement à Géoportail qui peut du coup nous donner le numéro de parcelle cadastrale directement sur Opérate. Voilà. Ensuite, donc concernant justement la déclaration, là, on peut voir qu'à cet endroit-là, on va pouvoir déclarer justement les sous-catégories d'activité. Là, par exemple, donc ça avait été fait pour Citron. Donc, on a des bureaux standards et on a du flex office. Donc, on déclare à chaque fois la sous-catégorie, la surface qui, correspond à cette sous-catégorie et la date de début et de fin. Donc là, nous, on a mis une année classique, mais ça peut très bien être de mars à mars, avril à avril, voilà. Et on précise ensuite s'il y a du chauffage ou du refroidissement. Ensuite, pour tout ce qui concerne les consommations. Donc là, on a listé un peu toutes les informations qui vont être demandées. Donc l'identification de l'entité fonctionnelle assujettie pour laquelle on déclare les consommations, les catégories d'activités, sous-activités comme on l'a vu avant, donc flex office, bureau standard pour nous par exemple, et la superficie qui y est liée. Les dates de début et de fin de la déclaration, les consommations imputables à l'EFA. Donc là, il y a un peu justement un point d'attention qui est que donc, il faudra déclarer les 3 types de consommation. Donc, par 3 types, on entend tout d'abord la consommation de l'EFA, donc les consommations des parties privatives, les consommations réparties. Une consommation répartie, ça va être par exemple au sein d'un bâtiment avec un multi-occupation, il y aura un chauffage collectif. Mais là, en fait, on appelle ça une consommation répartie et donc on répartira en fonction de la surface occupée par chaque locataire. Et également la consommation des parties communes, par exemple un parking, un hall d'immeuble, une cage d'escalier, voilà, qui sera également affectée au tantième à chaque locataire. Voilà. Ensuite, donc, il faudra également lister les différentes surfaces chauffées, surface froid process s'il y a un logistique de froid commercial. Voilà, ça concerne certaines catégories d'activités, mais pas tout le monde. Et également l'amplitude horaire et le taux d'occupation. Voilà, donc là, typiquement, on a les 3 types de consommation qui sont ici à compléter. Donc, consommation individuelle, consommation répartie et consommation des espaces communs affectés au tantième. Et ici, donc, tous les types d'énergie. Donc, on peut déclarer tous les types d'énergie à cet endroit-là de la plateforme. Ensuite, donc, comme on l'a vu, il y a énormément de données à collecter. Parfois, même en général, dans la plupart des cas, tout le monde n'a pas toutes ces données. Si vous êtes locataire, il faut vous communiquer avec votre propriétaire pour récupérer notamment un maximum de données. Et rien que la première étape, donc, qui était celle de savoir si vous étiez assujetti. Par exemple, si vous êtes, comme dans l'exemple que j'ai cité précédemment, si vous êtes locataire d'une surface de 200 mètres carrés au sein d'un immeuble de plus de 1000 mètres carrés, vous êtes assujetti. Mais donc, il faut vous rapprocher de votre propriétaire pour connaître la superficie totale du bâtiment, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges à mener justement entre le bailleur et le preneur à bail. Et donc, pour ça, en général, on propose différentes choses, notamment un argumentaire téléphonique, un envoi de lettres recommandées avec accusé de réception, parce que c'est important de vous protéger aussi dans le cas où justement vous n'arrivez pas à entrer en contact avec le propriétaire. Ça permet de montrer que de votre côté, vous avez vraiment tout fait, tout ce qui était en votre pouvoir pour essayer de respecter ce décret tertiaire et d'obtenir les informations, et que ce n'est pas du coup de votre fait si vous ne respectez pas le décret tertiaire. Donc, et que ce soit l'obligation de déclaration ou l'obligation de réduction des consommations.
On a également, donc, sur Citron, vous pourrez retrouver différents supports concernant le décret tertiaire. Donc, on a fait une checklist notamment. Il y en a une qui va bientôt sortir sur la première déclaration opérate. Un livre blanc assez complet, une infographie, donc une page pour vraiment bien comprendre les tenants et aboutissants du décret. Et on a également donc une chaîne YouTube avec tous les replays de webinaires que vous pouvez regarder. On en a fait plusieurs, voilà, un sur la première déclaration, un vraiment sur, enfin, on a vraiment différents types de webinaires sur le décret tertiaire, sur les actions de performance énergétique à mener, les techniques de modulation dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais voilà, qui est également un volet important du décret. Et ensuite, je vais laisser la parole à William donc, pour terminer. Merci beaucoup, Aubéry. Donc, du coup, bon, on a vu que finalement, le décret tertiaire allait arriver rapidement. Il y a beaucoup de professionnels en fait, qui sont éligibles à ce décret-là. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de communiqués pas forcément simples à récupérer dans la plupart des cas. D'où la nécessité, si vous, en tout cas, si vous le souhaitez, d'être accompagné. Donc, vous pouvez l'être de la part de Réseau Énergie ou de par Citron également. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, je vais passer sur un point qui est un peu plus énergie, sur l'électricité notamment et le gaz, puisque là, si on a bien compris qu'il fallait réduire en effet les consommations d'ici 2030 comme première échéance, il est aussi important de savoir voilà, comment le faire et combien ça coûte de le faire. Donc, aujourd'hui, Réseau Énergie propose notamment une partie de négociation en fait, de vos contrats d'électricité et gaz. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Vas-y, Aubéry, tu peux passer sur la première slide sur l'électricité, il me semble. Du coup, voilà, le prix de l'électricité, je vous ai fait un tout petit graphique. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu, hein, ce genre de graphique. Mais pourquoi aujourd'hui on est sur un marché tendu avec des perspectives qui honnêtement sont assez inquiétantes? C'est que là, je vous amène directement en bas sur le graphique. C'est que vous voyez que les courbes qui vont nous intéresser surtout vont être les courbes bleues, vertes et rouges qui correspondent en fait au prix sur des échéances un petit peu plus lointaines. Et on se rend compte que depuis janvier, les courbes sont en constante augmentation. On a parlé de la guerre, notamment en Russie et en Ukraine. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Ça s'est passé fin février, début mars, ça a couru jusqu'à fin mars. On y est encore, mais c'était vraiment le moment le plus chaud. Et on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, on est bientôt fin juin, finalement, les prix n'ont pas du tout diminué. Les prix continuent à augmenter et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Pardon. Tout d'abord, le prix de l'électricité, il est intimement corrélé à celui du gaz et du charbon. Et là encore, vous savez que le gaz est aujourd'hui une ressource qui est mise sous tension, d'un point de vue de l'offre, tout simplement, d'un point de vue, je dirais, structurel, mais qui est mis également sous tension d'un point de vue politique par notamment des grandes puissances comme la Russie, qui peuvent l'utiliser comme un outil de négociation, un outil de pression sur notamment l'Europe, pour qui nous sommes vraiment assez dépendants. Et également le charbon, qui lui également augmente de mois en mois et qui fait forcément augmenter le prix de l'électricité. L'électricité aussi, elle augmente. Pourquoi? Parce que la demande augmente en électricité. Là, je pense qu'en France, on est tous au courant des fortes chaleurs qu'on a subies, notamment la semaine dernière. On a un recours beaucoup plus important à l'électricité, cette fois pour refroidir les établissements. Et donc, il faut savoir qu'il y a une semaine, la France a, pour la première fois de l'année, importé de l'électricité. Alors, on entend souvent que la France est autonome d'un point de vue électrique. Alors, oui, c'est vrai, sauf dans certains cas, dans certains pics de consommation où on n'a pas le choix d'importer. Et aussi, dans un autre cas, c'est notre troisième point, c'est que les prévisions de production sont extrêmement inquiétantes de la part d'EDF au nucléaire. Les maintenances de centrales nucléaires sont beaucoup plus importantes que prévu. Elles touchent beaucoup plus de sites que prévu. Il faut savoir qu'il y a pratiquement la moitié du parc nucléaire français qui va être à l'arrêt ou qui est à l'arrêt à l'heure actuelle. Donc, c'est énorme. Donc, là-dessus, qu'est-ce qui peut prendre le relais? Les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Mais finalement, à l'heure actuelle, le développement des énergies renouvelables ne réussit pas
à venir combler le manque du nucléaire sur l'année 2023, même sur l'année 2024. Il faut savoir qu'on va vraiment produire beaucoup moins de nucléaire que d'habitude. Et donc ça, c'est forcément un point qui va venir jouer en faveur de la hausse du marché, parce qu'on a une demande qui est toujours importante et on a une offre qui va être réduite. Donc, c'est un point de vigilance que je préfère vous envoyer aujourd'hui sur les prévisions d'ici la fin de l'année. Beaucoup d'entre nous espéraient en tout cas une baisse en cette période d'été. Finalement, on voit que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il faut savoir que DF va venir publier en fait un rapport sur l'état des centrales nucléaires, probablement fin de l'été, début septembre, des choses comme ça. Et attention, parce que du coup, ce rapport, s'il est alarmant, en tout cas, aura un effet absolument, je pense, dévastateur sur le marché, avec des hausses très importantes à prévoir si le rapport est plus alarmant que prévu, je dirais. Donc, du coup, on est dans des prix hauts, mais peut-être finalement pas si haut que ça, si on attend la fin de l'année. Si on passe sur le gaz, alors du coup, pour le prix du gaz, je te laisse Aubin échanger également. Merci. Alors, pour le prix du gaz, alors j'ai mis les approvisionnements en berne en pleine période de stockage. L'hiver gazier que j'entends, donc voilà, c'est une période à peu près début avril, mi-avril, on dit qu'on est en fin de gentiment à remplir les stocks en Europe. On a une nouvelle réglementation qui oblige chaque pays à avoir au minimum 80% de nos stocks remplis d'ici septembre. Donc finalement, c'est une période qui est plus tranquille, je dirais, en termes de demande. Et c'est pour ça que si l'offre est toujours intéressante, on va en profiter. Le problème, c'est que là, on est en pleine période de stockage et il y a une pression qui est imposée par la Russie sur la sécurité des approvisionnements, diminue drastiquement l'offre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, via les gazoducs, la Russie a coupé le gaz pour la France, a diminué de 40% ses exports vers l'Allemagne, a diminué de 30% ses exports vers l'Italie. Ils ont coupé également les exports vers 4 autres pays européens le gaz. Donc tout ça, ça fait que on a une offre qui est extrêmement diminuée, au moins du gaz qui arrive en Europe via les gazoducs. Donc ça ne vient pas arranger le marché, vous vous en doutez. Du coup, la stratégie européenne, au moins à court terme, elle est claire. On va avoir un recours massif à l'importation de GNL. Donc le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié, donc qui est plus nomade, plus flexible. On peut le charger sur des bateaux, on peut du coup faire des accords avec les États-Unis ou d'autres pays qui sont sur le globe, mais il y a des interconnexions qui peuvent exister. Donc, c'est plus intéressant. Forcément, on se sépare un petit peu de la Russie sur ce point-là, mais forcément, avoir recours au GNL, c'est plus cher. Et paradoxalement, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la France est devenue le premier importateur de GNL, mais c'est du GNL russe. Donc voilà, donc on coupe les parties gazoducs, mais finalement, on travaille encore avec la Russie pour l'importation de GNL. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est qu'il y a eu un incendie, il y a maintenant, je pense, 2 semaines, quelque chose comme ça, de l'usine de liquéfaction à Freeport aux États-Unis. C'était la deuxième plus grosse usine en fait, qui permettait de liquéfier le gaz et de l'exporter partout dans le monde. Donc forcément, ça n'a encore pas arrangé le marché, ça a diminué l'offre. Et il faut savoir qu'à la base, on était parti sur 3 semaines de maintenance pour la re-rendre opérationnelle. Finalement, on serait plutôt sur 3 mois, voire une mise en service qu'à la fin de l'année. Donc, toutes ces entre guillemets, pas du tout détendre le marché, alors qu'on devrait être dans une période de détente. Du coup, on se rend compte, là encore, sur les courbes d'en bas, que finalement, au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on n'avait pas atteint en fait le max de tension en fait sur le marché. On y est là maintenant et ça risque de continuer à augmenter d'ici les prochains mois. Donc du coup, je vais continuer sur directement à ça.
c'est que finalement, aujourd'hui, pourquoi c'est important d'anticiper sa renégociation? Donc voilà, j'ai mis quelques pistes ici. Je vous dis que le marché, il est très haut. Vous allez me dire très logiquement, mais je ne vais pas acheter mon électricité et mon gaz à des prix qui crèvent. C'est vrai, l'énergie, en effet, elle est très haute, mais en fait, aujourd'hui, elle est peut-être finalement relativement intéressante par rapport au prix qu'elle pourrait, hypothétiquement, attention, atteindre en fin d'année. Donc, du coup, il y a des contraintes structurelles, on l'a vu au niveau de l'offre, qui sont inquiétantes. On a aussi un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu. À nos clients et nos prospects également, c'est de commencer à réaliser, ça ne demande rien, et ça votre fin de période contractuelle sur vos contrats d'électricité et gaz, parce que finalement, j'essaie de faire qu'il faut surtout anticiper les périodes d'agir. Le deuxième point sur lequel il est intéressant de se pencher, partenaires, mais un bon nombre, qui oui, à mon avis, ça a dû couper un petit peu. Oui, ça a coupé un petit peu, en effet. Là, c'est Pardon. bon. Alors, je suis vraiment désolé de la qualité de la connexion. J'espère que vous réussissez quand même à m'entendre un minimum. Chez les fournisseurs, c'est des clauses en fait qui permettent de renégocier votre contrat dès la moitié de votre période contractuelle. Donc, du coup, ça permet de limiter les risques et de limiter le fait que vous pouvez aujourd'hui, oui, en effet, contractualiser à des prix qui sont assez importants, mais qui, finalement, dans 1 an et demi ou 2 ans, vous permettraient de renégocier et de ne pas être bloqué sur une durée contractuelle de 3 ou 4 ans. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment des clauses qu'on met en avant, qui sont évidemment très, très intéressantes dans la période actuelle. Et la troisième piste, c'est que je vous en ai parlé, on est en période de remplissage des stocks, donc on a une demande de gaz qui est plus faible qu'en hiver. Donc même si on voit que sur le marché, ça ne se détend pas forcément, ça reste quand même intéressant et que c'est maintenant qu'il faut faire des études. Ça ne vous coûte rien, vous pouvez vous y intéresser gentiment. Nous, de notre côté, on peut vous proposer une étude gratuite pour savoir à peu près par rapport à votre profil combien ça vous coûterait. J'ai essayé de vous trouver des prix intéressants parce que c'est vrai qu'en septembre, on repart dans une période hivernale, on repart dans une période gazière qui va être extrêmement tendue. Je suis très clair aujourd'hui. Les stocks aujourd'hui, ils ne se remplissent pas trop mal, mais finalement, même si on est en avance par rapport à l'année dernière, on est quand même très en retard par rapport à 2019 et 2020. Donc attention, septembre risque d'être très tendu sur le marché du gaz et c'est pour ça qu'on vous propose de s'y intéresser maintenant. Je vais faire très vite pour finaliser sur la dernière slide. Donc aujourd'hui, Réseau Énergie propose plusieurs services, notamment un service qui est intimement lié, on travaille avec Citron sur finalement le pilotage de l'énergie, sur la centralisation des données. Aubéry vous en a parlé. C'est une plateforme qui est extrêmement intéressante pour venir récupérer vos données de consommation, les analyser, en tirer des enseignements. Et évidemment, on travaille également avec Citron sur la partie décret tertiaire, qui a été le sujet principal aujourd'hui. Je vous ai parlé de notre activité de courtage, de renégociation des contrats d'électricité et gaz. Évidemment, ça, c'est notre activité principale. On le fait avec l'ensemble de nos clients. Mais on a aussi développé des activités annexes comme l'audit énergétique, donc pour faire un état des lieux de l'existant de vos bâtiments, la valorisation des C2E qui finalement sont des primes qui vous sont accordées par l'État lorsque vous faites des travaux d'efficacité énergétique. Donc, ça m'amène justement aux travaux d'efficacité énergétique, des travaux qui vous permettent de diminuer votre consommation. Et là, vous voyez qu'en fait, tout ce spectre de services, de la négociation d'un prix
à finalement l'audit pour savoir quels travaux faire, la mise en avant de prestataires pour vous aider sur ces travaux et la récupération des primes, et ensuite vous mettre à disposition toute une plateforme proposée par Citron qui permet de venir de centraliser, d'analyser, mais également de transmettre à Opérate ces données-là. Vous voyez que tout cet écosystème répond finalement aux contraintes réglementaires à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par nous si vous avez des projets, si vous souhaitez être accompagné aussi. C'est extrêmement important. Même si vous avez simplement des questions, des inquiétudes sur le marché, comment s'y prendre, etc. Nous, c'est vraiment notre travail de vous accompagner là-dessus. Et donc, voilà, je pense qu'on a quelques questions. J'ai vu quelques questions qui étaient notamment liées à la partie décret tertiaire, je pense, au Berry. J'avais une première question qui disait que sur un site de production, il y a souvent à côté de la surface de production proprement dite, un ou plusieurs entrepôts, matières premières ou produits finis, plus des bureaux. Le site de production est-il potentiellement assujetti au décret tertiaire? Et si oui, quelle est la surface à prendre en compte? Surface entrepôt plus surface de bureau, donc ça c'est une question. Et si l'addition des deux fait plus de 1000 m², le site de production est-il assujetti pour ces deux surfaces? Alors, elle est un peu longue, mais je te laisse y répondre. Alors, le site de production ne sera jamais assujetti. Donc, c'est vraiment uniquement le tertiaire. Donc, ça sera entrepôt et justement bureau. Mais en général, donc, par exemple, quand on a une usine avec des bureaux, la consommation des bureaux en général est vraiment ridicule par rapport à la consommation de l'usine. Donc voilà, et puis en général, il n'y a pas forcément de sous-comptage aussi qui est mis en place pour identifier, pour séparer la consommation des bureaux de la consommation de l'usine. Donc, dans l'arrêté valeur absolue 2, ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, on pouvait tout à fait rédiger ce qu'on appelle un dossier technique de modulation. En fait, voilà, parce qu'il y a un des types de modulation qui consiste à dire, bah, écoutez, on ne peut pas atteindre cet objectif de moins 40% parce que par rapport à notre activité, on ne peut pas réduire nos consommations énergétiques parce que voilà, il faut qu'on consomme tant pour justement mener à bien l'activité. Donc voilà, en général, ils ont dit que c'est ce qui pouvait se passer dans le cas où on a un site tertiaire à côté d'une usine, voilà, et pas de sous-comptage. Donc il n'y aura pas de sous-comptage obligatoire parce qu'effectivement, la consommation de ces bureaux est vraiment infime par rapport à la consommation de l'usine d'à côté. Voilà. Ok. J'avais une autre question. Donc, pour la partie déclaration sur Opérate, le propriétaire et le gestionnaire doivent-ils tous les deux remplir les consommations ou seul le gestionnaire peut le faire? Alors là, en fait, ça dépend de quelle consommation on parle. Si on parle des consommations privatives, donc vraiment qui sont propres au locataire, là, c'est vraiment le locataire qui les déclare parce que le propriétaire ne les a même pas à sa connaissance. Par contre, pour les consommations donc, des parties communes, comme on l'a vu, donc un hall d'immeuble, là, c'est vraiment le propriétaire qui a l'information. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les deux communiquent. Mais donc, voilà, en général, ce qui va se passer donc, pour les parties communes, le propriétaire va justement rassembler toute la donnée, donc toutes les données de consommation issues de ces parties communes, va ensuite les répartir au tantième justement entre ses locataires par rapport à la surface occupée et fera valider aux locataires qui pourront ensuite déclarer donc, de leur côté sur Opérate ces consommations-là. Très bien. J'ai une question. Alors, j'achète le kilowattheure 104 €. Quelle prévision pour septembre et décembre? Alors, je ne peux absolument pas vous dire quelles sont les prévisions pour septembre et décembre, en tout cas précisément sur le prix. Évidemment, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer en fin d'année, mais ce n'est pas le cas. On a simplement, nous, des informations aussi de la part de nos fournisseurs partenaires qui nous indiquent voilà, comment évolue le marché et comment risque d'évoluer le marché d'ici la fin de l'année. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous avez des échéances vraiment en fin d'année, imaginons que vous avez des échéances en décembre, ce n'est pas en septembre ou même en octobre qu'il faudra commencer à s'y intéresser. En tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de s'y intéresser 6 mois, voire 1 an à l'avance pour qu'on puisse vous faire des études. Mais c'est surtout aussi que si le marché est très haut au moment où on vous fait l'étude, ça nous laisse le laps de temps pour essayer de vous trouver des creux sur le marché sur lequel on va pouvoir vous proposer des contrats plus intéressants.
Si vous vous y intéressez vraiment à la dernière minute, on a moins de flexibilité en fait pour jouer avec ce prix-là. Et forcément, ça joue sur votre contrat. Donc, les prévisions, moi, je peux vous les donner de par les informations qu'on a sur le marché boursier, les informations qu'on a aussi de la part de nos fournisseurs. Elles ne sont pas très bonnes. On espère tous que ça va diminuer parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui ne peut plus tenir pour les professionnels. Malheureusement, en plus de la guerre, en plus des vagues de chaleur, en plus finalement des incidents sur les usines GNL aux États-Unis, en plus de ça, on a une production nous nucléaire française qui est en berne, je vous l'ai dit. Donc, évidemment, le marché de l'énergie n'échappe pas à la règle de l'offre et la demande. Si l'offre est bien inférieure à la demande, les prix vont augmenter et c'est là vraiment le risque de fin d'année, puisque en septembre, octobre, on ne sera plus en période, enfin septembre on y sera encore, mais au moins octobre, novembre, décembre, on ne sera plus en période estivale. Les consommations énergétiques vont être de nouveau à la hausse, notamment pour la partie chauffage, éclairage, etc. Et donc, du coup, finalement, l'offre en électricité n'aura peut-être pas augmenté d'ici là, sans doute pas d'ailleurs d'ici là. Par contre, la demande, elle aura largement augmenté. Donc, on peut s'attendre à une hausse des prix, on ne l'espère pas. Évidemment, on espère aussi que le gouvernement va pouvoir trouver des solutions finalement pour empêcher ça. Malheureusement, aujourd'hui, les prévisions précises sur un prix, c'est aujourd'hui impossible de les donner, en tout cas dans 6 mois. J'avais une autre question. Alors, quid du parc de rénovation résidentielle? Quelle réglementation s'appliquera et quand? Alors, ça, c'est peut-être un petit peu large comme question, en tout cas. Pas du tout. Nous, on travaille vraiment sur le tertiaire, surtout en ce moment. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur les rénovations concernant le résidentiel. Ouais. Il y avait une question pour toi, William. Donc, pour toi, pourquoi autant de différences entre les opérateurs? Moi, j'avais… Alors, pourquoi autant de différences? Alors, même si on est sur finalement un marché qui est européen, les opérateurs, donc j'imagine qu'on parle aujourd'hui des fournisseurs d'électricité et de gaz, ils sont quand même relativement libres de fixer des prix très différents. C'est finalement aussi pour ça que le marché a été ouvert à la concurrence. Hein. C'était pour finalement faire baisser les prix. Et aujourd'hui, on se rend compte que les fournisseurs d'énergie ont cette liberté. Ils ont des politiques. Alors, c'est vrai qu'il y a le prix de la molécule, hein, finalement, qui lui, peut être relativement proche. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter à ce prix-là et qui peut différer selon les fournisseurs. Je pense notamment, par exemple, aux C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont facturés chez certains fournisseurs, mais qui ne le sont pas chez d'autres, qui sont plus importants chez certains et moins chez d'autres, tout simplement parce que certains fournisseurs ont des objectifs fixés par l'État plus importants. Donc, il y a beaucoup de différences qui peuvent se faire entre les fournisseurs et cette différence-là, elle est aussi liée aux périodes temporelles. Alors, je vous explique, c'est que nous, vu qu'on travaille avec pas mal de fournisseurs partenaires, on a parfois des fournisseurs partenaires qui, en toute honnêteté, ne sont pas très intéressants par rapport à d'autres fournisseurs partenaires à une période de l'année. Mais ce n'est pas du tout forcément la même chose qui va se passer 2 ou 3 mois après. C'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des fournisseurs qui sont très intéressants et à d'autres moments, c'est d'autres. Et ça, c'est tout l'intérêt en fait aussi de passer par Réseau Énergie. C'est que finalement, si aujourd'hui, vous allez vous-même vous présenter auprès des fournisseurs, ils vont vous donner des prix à un instant T, mais qui ne correspondent pas finalement à leur évolution eux-mêmes en tant qu'entreprise dans l'année. Nous, on suit cette évolution-là. On est en contact permanent avec nos fournisseurs partenaires. Et donc, du coup, un prix qui n'est pas forcément très intéressant chez un fournisseur à un instant T, peut-être que 2 mois plus tard, ce sera le fournisseur le plus intéressant sur le marché. Et là, pour le coup, j'exagère pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'avec nos clients, on essaie vraiment de les accompagner dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, proposer une offre unique en une semaine et après vous dire, bah, c'est bon, on s'est débarrassé, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Donc, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. On travaille plutôt sur un accompagnement pour vous dire, écoutez, aujourd'hui, on peut vous proposer ça. On se recontacte un petit peu plus tard et on va vous proposer quelque chose de mieux. On se recontacte encore un peu plus tard, un peu mieux. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'anticiper vos périodes de renégociation.
c'est pas pour vous embêter, c'est surtout dans votre intérêt pour vous permettre d'optimiser votre prix au maximum, surtout dans cette période un petit peu difficile. Donc voilà pour ça. Alors, il y avait une question sur les consommations. Alors, quelle est la différence entre les consommations réparties et les consommations des parties communes ventilées au tantième? Alors, je ne sais pas si toi, tu as l'info au BFI de ça. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas. Si je l'ai. En fait, donc les consommations des parties communes, ça va être vraiment au niveau d'une surface. Par exemple, la surface d'un hall d'immeuble, la surface d'une cage d'escalier. Donc voilà, c'est vraiment rattaché à une surface qui est partagée, par exemple, entre tous les locataires. Enfin, tout le monde en bénéficie. Et par contre, donc, la consommation répartie, elle n'est pas rattachée à une surface. Ça va être, par exemple, le chauffage collectif. Donc, voilà, on aura un seul PDL, par exemple, voilà, concernant ça. Et donc, le chauffage bénéficiera à tous les locataires, mais sans pouvoir le rattacher à une surface qui lui est propre. Donc, c'est pour ça que la consommation des parties communes, notamment, voilà, elle est ventilée au tantième en fonction donc, de ce que les locataires, voilà, de la surface louée par chaque locataire. Voilà. Très bien. Alors, il nous reste... pour des questions. Ouais, il nous reste un tout petit peu de temps. Si vous avez quelques questions, vous pouvez encore les poser si vous souhaitez qu'on échange ensemble. Désolé encore pour les coupures, au moins de mon côté. On fera le nécessaire pour que ça ne se produise pas la prochaine fois. On va vous envoyer… Aubéry, je pense que de toute façon, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver vraiment dans son intégralité, notamment sur la chaîne YouTube de Réseau Énergie. Vous aurez aussi une version du côté de Citron. Voilà. Ah, on a une dernière question. Alors, c'était dans le groupe discussion. Alors, c'était qu'est-ce que sont les bâtiments mixtes? Ça va être justement des bâtiments avec une partie résidentielle et une partie tertiaire. Donc, si cette partie tertiaire est supérieure ou égale à 1000 mètres carrés, eh bien, cette partie de bâtiment sera assujettie au décret tertiaire. Tout à fait. Donc, voilà, ça peut aussi être, par exemple, comme on en parlait avec la première question, le cas où on a un site de production avec une partie tertiaire. Là, par exemple, ce sera également mixte. D'accord. Et j'ai une petite, ça sera sûrement la dernière question. Ne faut-il pas se regrouper pour pouvoir mieux négocier? Donc ça, c'était sur ma partie. Alors, évidemment, j'ai envie de dire que plus vos consommations sont importantes, plus, je dirais, on aura une force de négociation auprès des fournisseurs et où finalement, on va pouvoir essayer vraiment de gratter les meilleurs prix possibles. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a quand même des prix de marché, d'accord, sous lesquels, en fait, on ne peut pas descendre. Donc, on ne peut pas faire un miracle non plus, c'est-à-dire que le marché est très haut, donc les prix seront élevés, d'accord? Ça, c'est une chose. Par contre, c'est vrai que se regrouper peut être intéressant dans certains cas. En revanche aussi, se regrouper, ça veut aussi dire qu'il y a toute une partie logistique qui est importante. Il faut se regrouper avec, je dirais, d'autres professionnels qui vont avoir finalement des dates d'échéance probablement assez proches des vôtres, qui sont aussi enclins à négocier sur la même durée que l'ensemble des autres professionnels, qui sont également, et là, attention, je mets un point aussi important là-dessus, prêts à, je dirais, signer et contractualiser sur, je dirais, en même temps que bon nombre de professionnels. Donc, la logistique derrière tout ça, elle est extrêmement lourde, parfois, évidemment, dans un intérêt qui est complètement là. Donc, si jamais vous, en tout cas, c'est votre idée de renégocier en groupe, nous, on peut voir de notre côté tout ce qui est faisable pour l'organiser, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie logistique, il y a une vraie organisation derrière, et le faire comme ça, de son côté, ça peut être un petit peu technique. Donc oui, renégocier en groupe est de toute façon intéressant auprès des fournisseurs. Maintenant, attention, il faut que ce soit bien fait. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut pouvoir contractualiser rapidement parce qu'aujourd'hui, on a des offres qui sont valables pratiquement jour. Vous l'avez vu sur les courbes, hein. La volatilité du marché, elle est extrême, vraiment. C'est-à-dire que d'une heure à l'autre, hein, vraiment, c'est comme ça sur le marché, d'une heure à l'autre,
le prix augmente, baisse, augmente, baisse. Donc, évidemment, en fait, les fournisseurs ont diminué drastiquement leur période de validité d'offre. Et aujourd'hui, maintenant, une offre n'est valable, en tout cas, les prix qui sont présents sur l'offre ne sont valables, ne peuvent être bloqués que sur une durée d'à peu près 24 heures. Donc voilà, évidemment, se regrouper est intéressant. Maintenant, aujourd'hui, les contraintes logistiques sont aussi très importantes. Donc, se faire accompagner est là-dessus absolument primordial, je pense, aujourd'hui. Donc, voilà pour ça. Je pense qu'on a fini. On n'a plus trop de questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Aubéry, pour ton expertise sur toute cette partie décret tertiaire. Je pense que ça a amené beaucoup de réponses. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez éventuellement recevoir la présentation, si vous avez un besoin d'accompagnement, on sera là pour vous. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux et éventuellement nous dire si vous souhaiteriez qu'on refasse un webinar sur un sujet, peut-être rentrer plus en détail sur le décret tertiaire ou carrément un autre sujet qui vous intéresserait. N'hésitez pas à nous dire. Nous, on est là pour vous accompagner et pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi.